Aujourd'hui, je préside un groupe d'études qui s'appelle le groupe d'études cancer à l'Assemblée nationale. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir parce que je sais qu'ici, il y a énormément de pépites. Et on a besoin de faire rentrer des pépites à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi nos éveilleurs. Et pour l'avenir de notre médecine, l'avenir de notre santé, eh bien, nous avons besoin de vous. Je crois beaucoup à cette alliance qu'on doit faire de plus en plus entre les sciences, la politique, et c'est important aussi de se parler. Alors, Alain, je le connais depuis longtemps. J'aime son audace. J'aime aussi tous les gens qu'il a autour de lui. Il donne aussi de la perspective pour la médecine d'aujourd'hui, il donne de l'espoir et puis de la perspective pour la médecine de demain. Et ça, on en a besoin. Et puis, Alain aussi, c'est aussi toute cette philosophie de la prévention qui doit être de plus en plus prégnante dans notre société. Et je crois que de manière assez remarquable, tu le fais avec de nombreux ambassadeurs, parce que c'est vrai que c'est aussi en transmettant cette philosophie qui quelque part nous parle tous, parce que je sens ici qu'il y a aussi des gens qui sont heureux d'être là. Et c'est aussi, ça fait aussi partie de mon rôle de faire en sorte qu'on puisse faciliter les échanges, peut-être avec des personnes qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer à un autre moment. Je te passe la parole. Je te remercie pour l'accueil et pour tout ce que tu fais pour avancer de façon collective. Et tu n'as jamais oublié personne sur le chemin. Voilà, je remercie aussi Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, voilà, avec qui on entretient des liens particuliers et qui est toujours très engagée dans nos causes de développer la santé en la transformant d'une autre manière. Là, on va parler de santé intégrative. On a prévu plusieurs réunions cette année. Aujourd'hui, ça va être les enjeux, de poser la problématique, et ensuite interviendront divers praticiens, divers acteurs de la santé, pour qu'on puisse avoir une vision large et représentée. Symboliquement, c'est très important pour nous de le faire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça va être la voix du peuple et des citoyens. Et je voudrais appeler deux orateurs pour venir siéger avec nous, qui sont mes maîtres, c'est comme ça qu'on dit en médecine. Donc il y a le professeur Gérard Réac qui va venir s'installer, que je vous demande d'applaudir, qui est un endocrinologue, académicien. Et le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique, également académicien, et qui va venir nous rejoindre. Les maladies chroniques sont un enjeu de la transformation du système de santé. Fut un temps où rendre une maladie chronique était notre idéal, tellement nous manquions de traitements. Rappelons que 3 des 5 enfants de Louis Pasteur, celui qui met au point le vaccin contre la rage, moururent en bas âge, lors de la première moitié du XIXe siècle. Quant à Louis XIV, il eut 6 enfants légitimes de son épouse, dont un seul survécut jusqu'à l'âge adulte. L'espoir d'hier était qu'il vive, car la vie a toujours été considérée par certains comme une maladie chronique. La situation de l'humanité n'a pas tellement évolué depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Cependant, l'inefficacité ne dissuadait pas les médecins d'exercer, des médecins pédants et peu crédibles, dont se gaussait Molière. C'est réellement à partir de la Renaissance que la connaissance objective du corps se développe. La médecine pré-scientifique était marquée par la prudence médicale, hippocratique. On disait primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Il n'est pas si loin ce temps où le corps et l'esprit étaient perçus comme une même chose, vus sous 2 angles différents, par Spinoza. Grâce au progrès de la médecine, ces mêmes maladies chroniques se sont transformées, aujourd'hui, en fardeaux médico-économiques et en challenge organisationnel pour notre système de santé. Aujourd'hui, près de 24 millions de Français souffrent de maladies chroniques. Certains en cumulent plusieurs, alors que plus de 11 millions d'entre eux bénéficient du dispositif affection longue durée, dont la liste s'agrandit constamment, comme en témoigne la récente reconnaissance de l'endométriose sévère. Parmi elles, on note les maladies cardio-neurovasculaires, le diabète, les cancers, les affections psychiatriques chroniques et bien d'autres. Le vieillissement de la population est prédictif de leur augmentation pour les femmes autant que pour les hommes. Malgré une époque encore récemment focalisée sur le risque infectieux, les maladies chroniques restent la principale cause d'incapacité et de décès, puisque 71% des 59 millions de décès annuels dans le monde leur sont imputés. Pour illustration, 18 millions de décès sont dus aux pathologies cardiovasculaires
et 9 millions au cancer. Alors que 100 milliards d'euros de dépenses de santé de l'assurance maladie sont déjà liés à la prise en charge de ces maladies chroniques, l'amélioration diagnostique, les innovations thérapeutiques, ainsi que les handicaps chroniques induits devraient vraisemblablement faire augmenter ces dépenses. Bien qu'il ait fallu 60 ans à l'humanité pour gagner 14 ans d'espérance de vie, grâce au progrès de la médecine, on déplore encore de grandes inégalités. Par exemple, on constate 7 ans d'écart d'espérance de vie dans notre région Île-de-France entre les plus riches et les plus pauvres. À ces inégalités sociales s'ajoute le fait que la médecine contrainte ne peut répondre correctement aux attentes de tous nos patients, ainsi que la carence en personnel paramédicaux. La moitié de notre milliard de consultations médicales annuelles en France servent à gérer des symptômes pour lesquels nous prescrivons des médicaments dans plus de 90% des cas, accordant un temps trop limité à nos patients. Ainsi, nous gaspillons beaucoup avec cette médecine dite prescriptive, puisqu'une boîte de médicaments sur 2 est jetée à la poubelle, soit 7 milliards d'euros par an. Si le leur qu'est l'espérance de vie a grandement augmenté, 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes, cette augmentation n'est pas corrélée à la même croissance de l'espérance de vie en bonne santé, qui est de moins de 64 ans. Ces écarts s'accentuent avec le temps, car nous maintenons de plus en plus en vie une grande partie de notre population, sans forcément y associer la qualité de vie en regard. En d'autres termes, nous créons des maladies chroniques. En transformant certaines maladies aiguës, autrefois mortelles, grâce aux progrès médicaux. Pour exemple, le sida ou certains cancers métastatiques, avec lesquels on peut vivre souvent très longtemps. Certains diraient que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas à cause de la gestion de notre hôpital. C'est en grande partie faux. Par exemple, en Suède, l'espérance de vie en bonne santé est de 8 ans supérieure à la France, 72 versus 64 ans, avec un nombre d'hôpitaux 3 fois moindre. Il va falloir donc repenser notre système de santé et de prise en charge des maladies chroniques, bien au-delà des problématiques de l'hôpital. Notre société a probablement confondu la médecine et le progrès technique. Elle a probablement oublié notre mission de prendre soin pour rationaliser les soins et a laissé s'instaurer la dérive d'une médecine à l'acte. Un des défis de notre recherche médicale, fortement segmentée, est de diminuer la multiplication des programmes cloisonnés maladie par maladie et déconnecter des caractéristiques communes à toutes les maladies chroniques. Un autre défi de taille est de prendre en considération les interactions entre les dimensions sanitaires et sociales des patients, pourtant au centre du défi des maladies chroniques. Pour exemple, l'impact des perturbateurs endocriniens sur les différentes maladies, ou encore le fait qu'un patient sur 2 atteint d'une maladie chronique en général est peu compliant à ces traitements. Il est grand temps de reconstruire un système de santé, considérant ce qu'il y a de commun aux maladies chroniques, en prenant en charge l'individu plutôt que seulement sa maladie. Il est temps de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Si toutes les maladies que nous traitons sont des états pathologiques de nature aussi variée que physique, psychologique ou cognitive, elles sont appelées à durer. Les maladies chroniques retentissent sur la vie quotidienne, limitent fonctionnellement les activités ou la vie sociale de ceux qui en sont atteints. La dépendance vis-à-vis des médicaments, d'un régime particulier, d'une technologie médicale, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle contraint aussi bien les patients que leurs aidants. La nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide psychologique, d'une adaptation des conditions de vie, d'une surveillance ou d'une prévention particulière, peut et doit s'inscrire dans un parcours de soins médico-social. Pour cela, il serait souhaitable d'organiser des parcours santé pour les patients atteints de maladies chroniques, au même titre que les programmes d'éducation thérapeutique des patients déjà déployés sur notre territoire. Nous considérerions la santé émotionnelle, physique, psychologique, sociale, culturelle, environnementale et sexuelle de chaque patient en organisant son parcours d'accompagnement. L'évaluation de ces parcours santé et de leurs bénéfices est importante pour améliorer leur pertinence et les simplifier. Transformons nos prises en charge en favorisant la transdisciplinarité,
la coordination des soins, l'utilisation des nouveaux outils numériques et en intégrant les patients eux-mêmes. À ce propos, l'Organisation mondiale de la santé a fixé comme objectif de réduire d'un tiers le taux de mortalité prématurée imputable aux grandes maladies chroniques d'ici 2030. Pour ce faire, il est important d'intervenir également sur des facteurs environnementaux et comportementaux. On estime que la baisse de 30% des décès prématurés évitables à 10 ans générerait un gain de 10% du produit intérieur brut. Que 1 euro investi en santé maintenant générerait entre 2 et 4 euros de gain à 10 ans. L'essentiel du bénéfice de la dépense en santé concernerait ce qui est fait en prévention. Puisque 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables et 40% des cancers sont évitables. En agissant sur les mêmes cofacteurs de risque, le tabac, l'alcool, la sédentarité et le surpoids, espérons que des politiques ambitieuses investiront plus que les 3% actuels de nos budgets dans la prévention. Si le dispositif affection longue durée est équitable, il reste insuffisant. La meilleure gestion des maladies chroniques est également un défi social. En effet, elles affecteront près de 25% de la population active en 2025, entraînant un recul de l'âge légal de départ à la retraite et un vieillissement de la population active. Cela impacte déjà l'organisation du travail. Pour exemple, parmi les personnes en emploi au moment du diagnostic d'un cancer, moins de 55% garderont le même emploi 5 ans après. Le décloisonnement de la médecine de ville et hospitalière, autant que l'amélioration de la formation des soignants, médicaux et paramédicaux, seront indispensables. Donner et redonner un sens à nos métiers de soins fera partie des clés de la transformation. Valoriser la qualité de vie, de la même manière que la quantité de vie, est désormais un enjeu de société. Si nous considérions mieux la santé environnementale, nous améliorerions la santé collective. Pour exemple, on estime à 8 700 000 décès chaque année dans le monde, les décès dus à la pollution. C'est environ 70 000 décès par an en France. Si les 37 millions, années des Jeux Olympiques, de Français inactifs se mettaient ou remettaient à l'exercice physique, voire au sport, nous économiserions des dizaines de milliards d'euros. Prendre du recul sur les coûts sociétaux de nos modes de vie est aussi indispensable à la bonne prise en charge des maladies chroniques qu'à notre économie sanitaire. L'obésité et le surpoids coûtent 20 milliards d'euros, quand le stress coûte 70 milliards d'euros, ou les troubles du sommeil probablement 100 milliards d'euros. Alors que la santé est un des postes de dépenses privilégiés de la France, 300 milliards d'euros par an, notre efficience passera par la réforme et la modernisation idéologique de notre assurance maladie. Pourra-t-on en faire une assurance santé ? Si l'assurance maladie a largement tenu ses promesses, les difficultés se sont progressivement accumulées, la bureaucratisation et les dépenses incontrôlées étant croissantes. Bâtie sur la promesse d'une justice sociale et de solidarité, la philosophie de « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins » est plus que jamais désuète. À l'aune du développement exponentiel du 4e âge, ainsi que des grands progrès médicaux, comment n'évoquer la sécurité sociale que comme un organisme payeur, plutôt que comme un pilier de la philosophie sociale ? La réforme de l'assurance maladie est celle de l'adaptation au changement. Pour relever les défis de demain, que sont l'accompagnement des effets de l'évolution démographique, la réduction des vulnérabilités et la protection sociale durable, le soutien au développement d'activités innovantes, la gestion des risques majeurs, repenser notre assurance santé est indispensable. Il faut cesser de considérer les patients comme des malades. À force d'identification et d'études, on a chronicisé des déséquilibres, mais aussi transformé des équilibres instables en maladies. Instables pour la science, mais pas forcément pour le patient. Il faut maintenant faire avec ces nouveaux malades, ces malades chroniques. À nous de repenser notre définition de la maladie. Comme le disait Georges Canguilhem, la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant, et non plus seulement un fait diminutif ou multiplicatif. La maladie n'est pas une variation sur la dimension de la santé, elle est une nouvelle dimension de la vie.
Pour passer d'une démocratie politique et sociale actuelle à une démocratie sanitaire dès demain, terminons avec l'adage « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore », en lui préférant tout homme en meilleure santé et celui qui assume le mieux ses multiples équilibres de vie. Gageons que la pleine santé améliore notre bonheur intérieur brut, autant que l'absence de maladie améliore notre produit intérieur brut. Pour conclure, il nous faudra penser le changement culturel autant que les ressources à allouer aux maladies chroniques pour changer les choses. Le programme dans lequel nous nous sommes engagés ensemble, à l'Institut Raphaël et avec la chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, et qui co-organise ce cycle de conférences, vise à offrir et évaluer à des patients touchés par des maladies chroniques des parcours santé d'accompagnement coordonnés, orientés vers un accompagnement nutritionnel, émotionnel, de l'activité physique, du bien-être et vers le retour à l'emploi. Nous souhaitons démontrer que toutes les fragilités induites par les maladies chroniques pourraient bénéficier de ces parcours santé au-delà des soins médicaux spécifiques qu'elles nécessitent. Que ce soit pour prendre en charge les handicaps d'un des 150 000 patients faisant un accident vasculaire cérébral chaque année, ou l'impact négatif des troubles du transit incessants, des 200 000 patients touchés par une maladie inflammatoire de l'intestin, nous ne pouvons nous contenter de prescrire des médicaments. Enfin, que ce soit pour remettre au sport l'un des 200 000 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou faire reprendre du poids à une des 2 millions de personnes dénutries, nous ne pouvons nous contenter de soins techniques. Nous souhaitons tous mener un même combat pour une meilleure santé au-delà de la maladie, intégrant toutes ces dimensions. Puissent ces temps d'échange nous permettre aussi de promouvoir une nouvelle éthique du care, basée sur des attentions particulières, sur la disponibilité affective, sur la responsabilité émotionnelle, sur la considération du soi relationnel. L'altérité et la solidarité sont plus que jamais les valeurs cardinales qui doivent guider à nos actions collectives. Gardons notre esprit critique pour évaluer cela et nos doutes constructifs, car comme le disait le physicien David Gross, la science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Donc en Suède, visiblement, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, 8 ans de plus. Sont-ils en meilleure santé pour autant? Et que font-ils, eux? Merci Laure. Donc en fait, en espérance de vie, les pays occidentaux se valent. Mais on a une nouvelle donnée qu'on ne regarde pas dans l'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que si on vit 86 ans, mais qu'à 64 ans, on n'est plus autonome, et on est une charge lourde pour les siens, et on vit triste, c'est peut-être pas pareil. Donc en fait, le chiffre, c'est de dire qu'ils vont vivre 8 ans de plus en bonne santé. Mais pourtant, on passe de 600 et quelques lits pour 100 000 habitants à 200. C'est pas parce qu'on a musclé le nombre de lits à l'hôpital qu'on va forcément augmenter l'espérance de vie en bonne santé. L'organisation du système n'est pas la même. La part qu'on donne à la prévention, à la réhabilitation, la manière dont on utilise nos lits hospitaliers, c'est important. C'est pas plus on a de lits, plus on vit longtemps. Alors, ma question, c'est que j'ai noté un point important, à savoir le changement culturel. Mais il me semble qu'on n'est pas forcément aidé par l'industrie agroalimentaire, par exemple, parce que je pense que le point très important, c'est pour la santé, c'est l'alimentation, c'est ce que nous mangeons. Et lorsqu'on voit, par exemple, le taux de sucre dans les boissons sucrées, les sodas, etc., c'est pas forcément évident. Donc je pense que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par, je terminerai par ça, par changement culturel. Je me semble que c'est une très grosse affaire. Merci. Merci. Vous avez raison. Hein. La culture, effectivement, c'est les arts, les lettres, les valeurs, mais également les modes de vie. Donc on y arrive. Il y a certainement des modes de vie qui nous permettraient de vivre en meilleure santé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit sous régime crétois. On a quand même un des plus grands diabétologues français à nos côtés, et il nous donnera son avis. Mais effectivement, on a montré que si on consommait trop d'aliments ultra transformés, des régimes pauvres en fibres, si on ne mangeait pas assez de fruits et légumes, on a quand même la députée qui connaît le mieux la nutrition et la diététique dans ce pays à côté de nous. Hein.
Voilà. Donc effectivement, la culture, ça va passer par les habitudes, les modes de vie, et de toutes les façons, pour transformer, il faut former. J'ai toujours rêvé d'être président de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord parler de l'entrée dans la maladie chronique. J'ai été, ou plutôt je suis, diabétologue. Et je pense à l'entrée brutale dans le cas du diabète de type 1, qui éclate dans une famille comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme l'a écrit mon maître Henri Lestradet. Ou bien dans le diabète de type 2, comme le premier nuage de la découverte d'une glycémie anormale, a dit Jean-Philippe Assal, inventeur à Genève de l'éducation thérapeutique du patient. Dans le cas du cancer, car le cancer, comme tu l'as rappelé, est devenu une maladie chronique, l'entrée dans la maladie se fait souvent au moment de l'annonce, lorsqu'un diagnostic est fait et que le mot est pour la première fois prononcé, par exemple pour expliquer des symptômes, mais aussi lors d'un examen fortuit. Et la personne peut alors littéralement tomber des nues, pour reprendre mes comparaisons météorologiques. La personne est toujours elle, mais elle n'est plus la même personne. Elle pourrait dire « je ne suis plus le même ». Alors, pourquoi cette atteinte à son identité personnelle ? On peut ici reprendre la distinction faite par Paul Ricoeur. En quoi suis-je moi-même ? Je suis moi-même en étant différent d'un autrui. C'est ce qu'il appelle ipséité. Mais je suis aussi moi-même par rapport à moi-même, ce qu'il appelle mêmeté. Cette mêmeté est profondément liée à mon rapport à la temporalité. En effet, à ma continuité psychologique, aux souvenirs que j'ai de mon passé et aux projets que je forme pour mon futur. Et en faisant irruption, de manière plus ou moins brutale dans cette flèche du temps qu'elle brise, la maladie chronique n'est pas seulement une maladie comme une autre. Elle est fondamentalement une épreuve pour la personne, car elle la touche dans son identité. Alors, pour celui qui apprend qu'il a une maladie chronique, il y a, comme l'a dit le philosophe médecin Georges Canguilhem que tu as cité, la nostalgie d'un état normal dont il se souvient. Aucune guérison ne sera un retour à l'innocence biologique, écrit Canguilhem. Ainsi, l'annonce d'une maladie chronique n'est pas seulement la porte d'entrée dans la maladie, elle représente aussi un traumatisme psychique. Il y a toujours une double souffrance, celle liée à la maladie elle-même et la tristesse liée à la maladie. Mais une fois le temps de la stupeur passé, on recommence à vivre, recréant un nouvel équilibre, porteur de nouvelles valeurs, dit Canguilhem. Une vie joyeuse redevient possible, même si de temps en temps revient cette tristesse nostalgique. Il s'agit bien d'un nouvel équilibre, mais il ne s'agit pas d'un état normal, celui d'avant. En fait, c'est un état normal, mais les normes sont nouvelles. Cependant, même s'il y a des jours radieux ou seulement de belles éclaircies, l'avenir s'est assombri. Le philosophe Jean-François Mattei rappelait que dans le mot « Igi », le nom de la déesse de la santé, il y a les racines « e », pont, et « juies », lumière. La santé était la vie bonne dans la plénitude de la lumière. Et l'entrée dans la maladie a changé en l'assombrissant, la lumière du temps. Le temps s'est assombri car l'existence même de la maladie est source de menaces, souvent appelées complications. Alors, on peut aussi ne plus y penser et chercher à oublier l'existence de la maladie et de ses menaces en se réfugiant dans le déni. Et celui-ci, plus ou moins intense, est sans doute nécessaire pour permettre chez celui qui est atteint de la maladie chronique la création d'un nouvel équilibre. Parvenir à cet équilibre est important, non seulement pour la personne atteinte de la maladie, mais aussi pour ses proches, qui sont au courant
surtout ceux ou celles qui vivent à ses côtés au quotidien. Car il faut pouvoir ne pas y penser tout le temps. Sinon, c'est l'angoisse. L'angoisse que l'on ressent lorsque l'on se réveille au milieu de la nuit. Vous voyez, je vous parle de choses très intimes. En se disant, c'est vrai, je suis malade. Rappelons-nous Baudelaire, ange plein de gaieté. Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Le poème est intitulé « Réversibilité ». Hélas, tomber malade, comme on dit, représente une chute irréversible. Après l'angoisse, je voudrais parler du sentiment de solitude. Parler de solitude dans les maladies chroniques, c'est presque paradoxal quand on pense qu'il s'agit de millions de personnes. Je pense à Cléo, le personnage du film Cléo de 5 à 7, à la journée qu'elle passe dans l'attente du résultat de sa biopsie, à sa solitude qu'elle essaie de combler par quelques rencontres pendant les heures d'attente. Je pense ensuite à toutes ces personnes atteintes de maladies chroniques qui voient peut-être leur médecin tous les 3 mois pendant 20 minutes ou moins et qui le reste du temps sont seuls avec la maladie, avec leur angoisse quand ils pensent en se demandant « Quel sera le prochain coup ?» À qui peuvent-elles en parler ? À leur famille, mais elles ne veulent pas les embarrasser ou les inquiéter. À leur médecin, mais celui-ci est souvent plus centré sur le traitement, sur le cure, que sur le care. Et en fait, je vais vous dire, ce n'est pas étonnant. Au cours de ces dernières décennies, la médecine a fait des progrès prodigieux, et d'ailleurs, ce sont ces progrès qui sont responsables de l'apparition des maladies chroniques. Mais elle s'est ainsi technicisée, et la qualité de la relation médecin-malade a pu s'en trouver altérée. En effet, la pratique de la médecine moderne demande encore plus de temps médical, et ce temps est restreint du fait de la pénurie de médecins et de l'augmentation de la demande. On parle volontiers de déserts médicaux, réalité qui représente un souci pour les Français et pour les pouvoirs publics. Or, voici qu'apparaît un autre manque, observé même quand il y a des professionnels de santé. À l'inquiétude de risquer de se retrouver dans un désert, il faut rajouter la détresse liée à la solitude du patient, qui ne se sent pas vraiment accompagné sur la longue route de sa maladie chronique. En fait, il faut bien comprendre que ces deux problématiques du désert et de la solitude ne sont pas sur le même plan. En quelque sorte, celle du désert médical relève de la géographie et peut appeler des solutions techniques, et même qu'on crée des oasis, construction de centres médicaux, implication d'autres professionnels de santé ou invention de nouveaux métiers de la santé. Mais la solitude, quant à elle, elle ne relève pas du lieu, mais bien davantage de ce temps psychologique de la maladie chronique, objet de mon propos. Ce sentiment est peut-être d'autant plus difficile à supporter lorsque le patient ressent que les professionnels de santé sont là, mais faute de temps, et il ne faut pas les blâmer, n'ont pas la possibilité de rajouter à leur souci d'une haute technicité celui d'une haute humanité. Voyez-vous, paradoxalement, comme je le disais, on peut se sentir seul, même quand on est soigné. Or, la solitude est source de détresse. Comme on comprend l'importance des associations de patients, merveilleuses, et maintenant celle des réseaux sociaux. Je terminerai en proposant quelques pistes. Je voudrais dire, je pense fondamentalement qu'une telle détresse ne peut avoir seulement des solutions techniques quantitatives. Certes, il est nécessaire d'augmenter le nombre de professionnels de santé par la fin, et cela a été fait, du funeste numerus clausus.
en favorisant la coopération entre différents métiers de médecins, d'infirmières, de pharmaciens. Permettez-moi d'insister sur le rôle des pharmaciens. C'est le professionnel de santé que les patients voient le plus souvent. Certes, il sera utile de favoriser, quand c'est nécessaire, le regroupement dans des structures de collaboration performantes. Mais la détresse de la maladie chronique appelle de plus une réflexion qui aborde non pas seulement la quantité, mais la question de la qualité de la relation entre les personnes atteintes de maladies chroniques et ces professionnels de santé. Cet aspect est encore peu abordé dans leur formation, largement centré sur les aspects techniques de la médecine, n'abordant pas souvent le véritable sens du soin, qui ne se résume pas à traiter des maladies, mais qui vise aussi à soigner des personnes atteintes de maladies. Et rééquilibrer dans ce sens les études en santé, et quand je dis études en santé, je pense aux études de médecine, je pense aux études d'infirmières, et elles font déjà très bien, aux études de pharmaciens, un équilibre entre le quantitatif et le qualitatif, et ce n'a rien d'évident. Et ça nécessite en fait un premier changement de paradigme. J'ai dit en commençant que l'annonce d'une maladie chronique n'est pas seulement la porte d'entrée dans la maladie, elle cause aussi un traumatisme psychique. On pourrait presque dire un psychotrauma. Dans ce cas, il est nécessaire d'associer le cure, le traitement de la maladie, et le care, c'est-à-dire cette partie du soin qui va au-delà du traitement de la maladie. Alors, quelle est la signification profonde de cet au-delà qui différencie le care du cure? Je vais vous donner ma réflexion personnelle. Une personne est un tout qui est plus que la somme des parties qui le constituent. Or, c'est la définition même du holisme. Le cure soigne aussi bien qu'il le peut, et il le peut magnifiquement aujourd'hui, les organes. Le care traite de maladies, de manière holistique, la personne. Et c'est bien le rôle de la médecine intégrative dont il est question ce soir. En soignant non seulement les organes, mais aussi leur au-delà, elle soigne les maladies et leur psychotrauma, qui est cette atteinte de l'identité personnelle que cause la rupture de la temporalité dont j'ai parlé ce soir. Et je crois qu'il y a aussi ici un changement de paradigme. Cette fois, non pas dans la formation ou la responsabilisation des médecins et des autres professionnels de santé, mais bien dans la pratique d'une médecine, et que comme tout changement de paradigme, il ne va pas de soi. Alors je vais vous dire, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter cette nécessité d'une association du cure et du care dans la maladie intégrative, qui ne se contente pas de soigner des maladies, mais qui soigne des personnes qui ont des maladies. Mais cela, je vais vous dire, ce ne sont que des mots. Et vous pourriez presque me dire que c'est du blablabla. Je pense qu'il s'agit au fond de favoriser et même de promouvoir un tel changement et de réfléchir aux moyens d'y parvenir de manière concrète. Et ceci, Madame la députée, c'est une question politique. Et c'est pour cela qu'il était si important que cette réunion ce soir ait lieu ici. Je vous remercie. Merci. Une réflexion, mais en tant que patiente cette fois, et en tant que bénéficiaire de l'Institut Raphaël. Et il est vrai que non seulement les médecins m'ont écouté et entendu, mais aussi bien la danse-thérapeute, la naturopathe, la masseuse. Et c'était un ensemble qui a fait que ma solitude, et pourtant à la maison il n'y a aucun souci, je parle, voilà. Mais la solitude que vous évoquiez et qui existe, qu'on ne peut pas partager parce qu'on est, voilà. Là, j'ai trouvé vraiment quelque chose que je n'imaginais même pas. Donc, un grand merci à l'Institut Raphaël et à tous ces auxiliaires, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Moi, en tant que médecin naturopathe, c'est quoi ? Ben, vous allez voir, allez-y, voilà. Et
Voilà, j'ai été vraiment... Et c'est au niveau, c'est pas seulement au niveau physique, au niveau corporel, mais là-dedans, ça a percuté quelque chose et je vais très bien. Merci. Bonsoir, je suis patiente atteinte d'un cancer métastatique du sein, donc en phase chronique également. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du rôle du patient partenaire dans la médecine intégrative. Catherine Toret-Turgis, donc fondatrice de l'Université des patients. Donc un patient partenaire, c'est un patient qui va entrer comme partenaire d'une équipe de soins. Un patient partenaire, c'est une patiente à l'Université des patients qu'on va former, diplômer. Nous avons donc 3 diplômes, un DU en démocratie en santé pour les personnes qui veulent apprendre à faire du plaidoyer, à travailler peut-être d'ailleurs à l'Assemblée nationale, venir faire un travail par rapport à leur pathologie ou un problème de santé, une maladie rare, etc. Un diplôme en cancérologie pour être patiente partenaire dans un lieu, donc un espace, un service d'oncologie et intégrer une équipe, être professionnalisé et être rémunéré. Et un diplôme en éducation thérapeutique. Donc c'était juste une petite intervention pour dire qu'effectivement, le patient partenaire, plus il y a eu 3 rapports dont je pense que le professeur Réac va nous en parler. Donc maintenant, on a une reconnaissance de cette fonction qui était observée depuis déjà plusieurs années. Donc on a été audité à l'Académie de médecine, au Conseil de l'ordre des médecins, à la Direction générale de la santé. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre un élan, un envol. Et si vous voulez, un patient formé qui atteint déjà une expertise d'expérience, des savoirs expérientiels, s'il a une formation, eh bien, il devient ou elle devient une actrice ou un acteur de santé. Et l'avenir de la santé, c'est aussi cela. C'est-à-dire, c'est de partir des savoirs expérientiels, d'une expertise construite. Moi, je viens de la lutte contre le sida des années 80. Donc, j'ai vu de mes yeux que des patients sans thérapeutique, qui étaient stigmatisés, qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer, ont transformé leur honte en fierté, leur stigmate en résistance, leur colère en organisation collective. Et c'est eux-mêmes qui ont construit leurs propres réponses, qui ont conseillé la Direction générale de la santé, mais je vivais aussi en Californie et j'intervenais dans d'autres pays, donc dans chaque pays, tout seul, rejeté par les hôpitaux dans certains pays, eh bien, ils sont construits et ils ont dit on va partager. D'ailleurs, on ne va pas s'occuper seulement de notre sida, on va s'occuper du sida de tout le monde et de tout ce qui va avec. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait d'autres soucis. La prévention, les préservatifs dans les prisons. C'est-à-dire, ils ont eu l'idée, pas seulement pour eux-mêmes, mais ils ont eu cette générosité. Parce que quand on lutte, quand on se rassemble à partir de la détresse, on s'organise et on trouve des réponses pour le plus grand nombre. Je ne vais pas peut-être en dire plus, mais disons que je fais de la politique dans mon coin. Je voudrais vous proposer un autre changement de paradigme. Attention. Ça serait bien qu'on arrête définitivement d'utiliser ce mot patient. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très curieux comme mot, parce que qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Est-ce que ça veut dire qu'il est patient ? Ça veut dire qu'il est d'accord pour attendre 30 minutes dans la salle d'attente ? Non. Non. Alors en fait, j'ai trouvé l'explication de ce mot, et on la trouve chez Descartes. Descartes oppose le mot patient et agent. Un patient, c'est celui à qui les événements arrivent. Et un agent, c'est celui par qui les événements arrivent. Un patient est passif,
Et dans le cadre de la médecine, parce que Descartes ne pensait pas à la médecine quand il écrivait cela, c'est dans les passions de l'âme. Un patient, c'est un être passif, et en médecine, il faut tout faire pour le rendre actif. Et on dit par exemple qu'un des rôles de l'éducation thérapeutique, c'est de transformer le patient en acteur de son traitement. On pourrait même dire en auteur de sa vie. Et donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on arrête d'utiliser ce mot qui est extrêmement significatif de ce que l'on veut y mettre, c'est-à-dire la passivité. Et un patient, ce n'est pas quelqu'un de passif. Il faudrait... On a par exemple, je vais vous dire, je suis diabétologue, il y a une grande revue américaine sur le traitement du diabète qui s'appelle Diabetes Care. On n'a pas le droit d'écrire « diabetic patient » ou « diabetic patients », les patients diabétiques. Il faut mettre « people with diabetes », les gens avec le diabète. Mon maître Henri Lestradet, immense pédiatre, que j'ai d'ailleurs cité, il a fondé l'aide aux jeunes diabétiques. Vous savez, les enfants diabétiques, il ne faudrait pas dire les enfants diabétiques, les enfants qui ont un diabète, vous allez voir, on leur donne une petite carte où il était écrit « Je suis diabétique traité par l'insuline, si j'ai un malaise, donnez-moi du sucre ». Bon. Et un jour, Henri Lestradet est arrivé, j'avais la chance de le connaître, et il nous a dit « On vient de refaire les cartes ». Oui, monsieur, mais c'est une catastrophe. Bon, regardez ce qu'on a mis. Je suis diabétique traité par l'insuline. Mais non, il fallait mettre « j'ai un diabète traité par l'insuline ». Il avait tout compris. En fait, alors je vous dis, il faut supprimer ce mot patient, il faut le remplacer systématiquement par le mot personne. Voilà. Mais alors ça serait un vrai changement de paradigme. Et je vais le dire, je suis un pur produit, on va dire, depuis 40 ans, de la médecine qui apprend le cure. Et qu'en 40 ans, j'ai rarement entendu, avec les mots, autant d'humanité, d'empathie, de sollicitude, parler de la solitude du malade. Je l'ai ressenti, je la ressens, j'ai des échanges assez proches avec les patients, j'en ai jamais entendu parler dans les études médicales. Et si on veut passer du care au cure, et c'est un vœu ancien, puisqu'Osler disait le bon médecin soigne la maladie, le grand médecin soigne, je ne vais pas dire le patient, parce que j'ai compris qu'il fallait la personne atteinte de la maladie. Il dit la personne. La personne atteinte de la maladie, et je trouve que c'est très fort. Et donc ma question, elle est, est-ce que si on veut vraiment atteindre le cure, ça ne doit pas commencer par la formation des médecins? On a l'impression que tout repose sur eux. En fait, ils deviennent de plus en plus, je peux en parler puisque j'en suis, des ingénieurs du cure, et ils doivent être tellement performants et ça avance tellement vite que ce qu'on leur demande, je pense, n'est pas possible. Et j'ai un exemple très personnel. Ma fille a voulu faire médecine, mais sans qu'il y ait d'influence, elle est passée par la LAS. La LAS, c'est des nouvelles licences d'accès aux soins. Elle a fait une LAS philosophie. Passionnée en philosophie, douée. Elle a réussi la passerelle, elle se retrouve en 2e année de médecine, mais totalement perdue, dans un monde complètement déshumanisé, alors qu'avant, il y avait vraiment de la réflexion. Et est-ce que donc vous ne pensez pas que si on veut vraiment aboutir à quelque chose de global, c'est vraiment par la formation des médecins et peut-être enlever le pouvoir aux médecins, mais fonctionner avec des groupes, avec des binômes, il y a des nouveaux métiers, des infirmières de pratique avancée qui ont plus de temps, beaucoup plus d'empathie que les médecins en général, pour avancer dans ce sens. Je vais vous répondre très clairement. Merci beaucoup pour cette question. Je vais vous répondre très clairement. C'est exactement ce que je pense. Et je vais vous dire, j'ai mis mes pensées en actes. Depuis 2013 et plus encore depuis 2019, dans ma faculté à Bobigny, je fais aux étudiants en PAS, PA2S, et donc il y a beaucoup d'étudiants en LAS qui viennent. Je fais 4 cours intitulés « Qu'est-ce que tomber malade ? Qu'est-ce que soigner ? La relation thérapeutique » et aussi un 4e cours sur la qualité dans le soin. Et depuis 2019, je leur fais 7 cours de philosophie de la clinique intitulés « La faculté de penser » pour leur expliquer ce que c'est qu'une personne pensante, parce que je pense que la relation
de soins, c'est une relation, une rencontre entre deux personnes pensantes. Voilà. Et maintenant, pour votre fille qui est passée par la philosophie, je pense que vous devriez lui offrir mon livre intitulé Pour une médecine humaine, étude philosophique d'une rencontre. Ça devrait lui plaire. Il y aura une page de publicité. C'est moi qui lui offre. Merci de l'accueil. Merci Madame la députée. Je dois dire, si vous voulez lire le livre de Gérard, je l'ai présenté d'une manière très détaillée à l'Académie nationale de médecine comme un grand livre. C'est d'abord un très épais livre, et c'est un livre où il y a énormément de textes aussi qui sont travaillés, et donc c'était un manuel, puisque c'était un peu la vocation du travail, un manuel pour les étudiants et pour les médecins. Voilà, ça c'était pour dire. Alors je vois que le temps passe, et j'avais d'abord 3 propos liminaires. D'abord par rapport à Catherine, on se connaît depuis les années SIDA, les mots pour le dire, tout ce qu'elle avait développé. Les années SIDA, c'est une bonne réflexion pour nous, parce que c'est là où le concept de vivre avec est apparu. C'était l'éruption de la parole de personnes qui étaient dans une impatience. Ils allaient mourir. Ils n'étaient pas dans la chronicité dans les années 80. Ils ont été dans la chronicité à partir des années 97, quand il y a eu les antiprotéases. Et rappelez-vous, et c'est à voir avec notre sujet, et j'en dirai un mot dans un instant, quand ces gens qui étaient séropositifs ou malades du sida et qui pensaient qu'ils allaient mourir se sont retrouvés face à la possibilité de vivre encore, ils ont compris comment vivre, ils se sont posé les vraies questions, quel type de solidarité, alors qu'ils étaient relégués, et ils s'étaient déjà dans leur esprit condamnés à ne plus vivre. Et redonner vie à la vie, redonner sens à la vie, redonner un sentiment d'appartenance a été un grand défi. Donc c'était le premier point que je voulais dire par rapport à la question. On a aussi évoqué Georges Canguilhem, et il dit des choses importantes sur la maladie. Il dit la maladie, ça nous falsifie en quelque sorte, et notre relation à soi au monde en devient complètement différente. Donc il dit d'ailleurs, c'est comme si on était faux. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous dénature. Comment retrouver sa vérité, puisqu'elle a été ébréchée, elle a été abrasée par la rencontre avec une maladie dont on ne guérit pas. Parce que la chronicité, c'est aussi ça. C'est une maladie perpétuelle, d'une certaine manière. Elle ne s'achèvera, la maladie, sauf si on a les carticelles, j'allais dire, avec toutes les nouvelles technologies. On voit qu'il y a tout un ensemble d'avancées. Mais il faut vraiment prendre en compte ce qu'est la maladie et la chronicité. C'est une condamnation à la maladie. Et la vraie question éthique, c'est comment trouver de l'ouverture, de la liberté, et comment retrouver la maîtrise. Je dirai dans un instant. Puis le troisième point, parce que je sais qu'Alain Toledano, auquel je rends vraiment pas l'hommage du médecin ou de l'inventeur de l'Institut Raphaël, mais on peut dire aujourd'hui, quelques années plus tard, une certaine forme de philosophie. Une philosophie de l'engagement et une philosophie de la relation. Et un de ses philosophes de prédilection est Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas, c'était son fils Michael qui me le confiait. Il est mort en décembre 1995. Avant de mourir, il disait « Qu'attendons-nous » Et la question de la chronicité, c'est aussi la question de l'attente. Et la désespérance ou l'usure de l'attente. La fatigue de l'attente aussi. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on est dans un combat pour essayer de trouver une guérison, pour trouver une issue, c'est une chose. On a un objectif, on a un repère. On peut se mobiliser. Mais quand on est dans un temps avec ses incertitudes, avec ses va-et-vient, ces moments de rencontre favorables après une consultation ou de moments d'inquiétude parce qu'il y a une récidive, c'est ça aussi la chronicité, la lourdeur de l'expérience existentielle. Et donc, je vous demande vraiment de méditer. Qu'attendons-nous? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre? Alors, je ne vous dirai pas l'interprétation philosophique qu'on peut en faire. Si j'avais, parce que le temps est compté, 3 points ou 4 points évoqués, je les évoquerai au nom des personnes qu'on rencontre dans notre cercle éthique de l'Institut Raphaël. Et je vous invite à nous y rejoindre un jour ou l'autre, à intervenir. Donc depuis à peu près 5 ans, depuis le début, on a créé un cercle éthique avec des personnes qui sont accompagnées, qui parcourent la maladie à travers ce qu'il est apporté au niveau de la prise en soin globale de la personne à l'Institut Raphaël. Puis on fait venir philosophes, on fait venir aussi des professionnels. C'est un échange intéressant. La semaine prochaine, on abordera la question de la confiance. Se faire confiance, c'est aussi une question importante. À qui on fait confiance quand on a aussi été défié par son corps? Parce que la maladie fait éruption aussi par surprise, quelquefois. On ne s'y attend pas. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'on a été trahi à la fois par soi-même, par son corps, il y a même une culpabilité, puis une trahison qui envahit tout l'espace, puisque ce n'est pas uniquement la maladie. C'est une intrusion, j'allais dire violente, un tsunami, que d'une certaine manière
auquel rien ne nous prépare d'une certaine façon. Et donc je prenais juste quelques éléments que je glane. Moi, je fais ma culture éthique depuis des années à Raphaël. Et j'aime autant vous dire que, je ne sais pas si on est professeur d'éthique à Raphaël, on est avec un compagnonnage assez unique, et de temps en temps, on a l'irruption d'Alain Toledano, qui vient nous lancer sur un certain nombre de pistes. Je pourrais vous raconter toute la soirée ce qu'on apprend, et quelquefois d'inattendu. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est vivre la condition de la maladie et d'être réduit malgré tout dans sa pensée, tu l'as dit, dans son obsession, au fait qu'on est malade? Qu'est-ce que ça signifie, cette empreinte de la maladie, et en quoi c'est un statut d'une certaine manière pour certains, mais en quoi aussi c'est la perte de toute capacité de maîtrise et même de se projeter dans l'avenir. La durée, en quelque sorte, de la chronicité est une durée pesante dont on ne sait pas quelle sera l'issue et on ne sait plus quelle stratégie d'espérance mener. Ça veut dire que, et c'est le premier point, ça renvoie à la question de la solitude, c'est souvent la relégation, l'incapacité de se penser, de le penser, et sans les autres, et c'est là où la solidarité est importante, la solidarité nationale. On ne peut pas dire, tout à l'heure, Alain a évoqué la solidarité, on est une vraie solidarité, on est un pays qui ne laisse pas les gens, qui ne les abandonne pas en général. Mais comment la société se mobilise, quel type de solidarité? Quand on voit l'Institut Raphaël, c'est une communauté de solidarité. Donc les uns les autres se soutiennent. Mais il y a aussi la vie en société. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intime dans l'expérience de la maladie. On ne sait pas comment le partager. On veut protéger les uns les autres, toutes ces stratégies. Et on se retrouve non pas seul uniquement, mais relégué. C'est-à-dire hors temps, hors champ. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, et tu l'as évoqué, il y a la notion de perpétuité et la notion d'irrévocabilité. C'est-à-dire comment prendre prise. Et ce que je trouve très intéressant à Raphaël, c'est la stratégie de l'instant présent. Peut-être que vous ne guérirez pas, mais réappropriez-vous votre présent. Et on est là pour être avec vous. À l'Institut Raphaël, vous l'avez dit tout à l'heure, sont souvent des personnalités de grande qualité qui sont avec un investissement fort au-delà de leur capacité professionnelle, mais ils sont dans l'instant présent, ils sont dans le toucher, ils sont dans l'acte, ils sont dans le mouvement. On n'est plus dans quelque chose de statique. Et ça fait que la personne se réanime d'une certaine façon et reprend conscience qu'elle existe, qu'elle est reconnue par un regard, par un massage, par tout cet environnement. Et je crois que c'est très important. Pas tout dire le Caire. On est dans une société extrêmement violente. C'est une société de l'indifférence, souvent de l'individualisme. Et en plus, c'est une société qui ne sait plus reconnaître la temporalité, puisqu'on est une société de l'instant présent. Donc comment s'inscrire dans une historicité? Comment se dire, je vais vivre un parcours, alors qu'on est à zapper le quotidien. Et la personne a le sentiment d'être très vite zappée. Zappée de son milieu professionnel, par exemple, où elle ne sait plus comment elle retrouvera prise. Zappée de la vie sociale en général. Bref, dépréciée. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de périmer avant l'heure. Et on voit cette espèce d'errance, et à mon avis, ça doit être analysé d'un point de vue quasiment phénoménologique. Ensuite, troisième point, comment la maladie s'incruste, s'insinue dans notre temporalité, c'est-à-dire là où on avait des repères, là où on avait le sentiment qu'on écrivait encore une histoire. Qu'en est-il de cette histoire qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de vivre en tant que malade? Quelles sont les possibilités de liberté? C'est pour ça que je posais comme question importante la question de la délivrance et la question de la capacité de résister. Je trouve que, par exemple, la médecine intégrative, le regard que, ne serait-ce qu'en consultation, tu portes sur une personne qui vient ravagée par l'inquiétude et l'imminence pour elle d'avoir tout perdu, y compris sa vie, l'a réconforter en lui disant « mais il y a encore quelque chose à vivre ». Et peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais vécu si vous n'avez pas rencontré la maladie. Ce n'est pas donner du sens à la maladie, mais c'est d'en faire quelque chose, et d'en faire un instrument. Et on voit à Raphaël, mais pas qu'à Raphaël, on voit des gens qui sortent renforcés, c'est-à-dire qui revoient leur existence, qui hiérarchisent autrement leurs priorités, et qui vont véritablement à un essentiel, et qui vous disent au quotidien, mais c'est la même chose, c'est les professionnels, c'est pour ça que moi je ne fais pas de sériation, ils vous disent au quotidien, non pas je tire un bénéfice, c'est pas la question du bénéfice secondaire qu'on emploie à mon avis d'une manière assez péjorative, c'est comment je me découvre autrement autre part, avec les quelques personnes avec qui j'ai envie de partager quelque chose. Et il y a aussi tout ce travail d'élagage, tu l'as vécu, et tu vois à quel point les essentiels restent, donc il y a aussi ces éléments à prendre en compte. Ensuite, également, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire, parce que quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes, en quoi la maladie détermine notre temporalité, et comment, et on le voit quand on est sous traitement, il y a le rythme du traitement, il y a tout l'ordonnancement du traitement,
Il y a des gens qui, quelquefois, dérogent. Tu as dit, il y a la compliance, pas la compliance. Il y a des gens qui veulent bien faire. Et quelquefois, des gens qui font très bien, malheureusement, ça échoue. C'est aussi ça, la désespérance. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas de bonne morale. La maladie est très immorale. Et c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Tout ce à quoi tu étais attaché, tout ce que tu croyais véritablement solide, d'une certaine manière, devient évanescent à certains. Donc comment retrouver de la cohérence qui n'est pas que de la rationalité? C'est pour ça que quand tu développes, par exemple, la dimension de spiritualité aujourd'hui, et ce que tu fais aussi, c'est-à-dire l'approche de la spiritualité, au sens non pas religieux, mais au sens de l'intériorité de la personne, l'intégrité et la capacité de dépassement, c'est quelque chose d'important. Quelques autres points, et j'en ai terminé. Un des grands défis, c'est se maintenir dans la durée. Voilà. Et je dis, pour moi, un des axes forts de Raphaël, c'est comment on accompagne la personne dans le long cours. Parce que c'est un parcours au long cours, d'une certaine manière, dont on ne sait pas comment on s'en sortira et avec qui on s'en sortira. Parce que c'est aussi un parcours où il y a énormément de renoncements personnels, mais il y a aussi des deuils. Il y a des gens qui vous quittent. Il y a des couples qui implosent. Il y a des enfants qui ne s'en remettent pas. C'est ça aussi, la chronicité. C'est-à-dire, on ne veut pas imposer à l'autre cette espèce de souffrance qui est existentielle, qui est multiple. Et donc, à épargner, il y a quelquefois de l'ordre du sacrifice. Moi, ce qui me frappe, c'est comment des gens ont cette espèce de souci de préserver l'autre, y compris en disant comment ça se passera quand je ne serai plus là, alors que je suis déjà, d'une certaine manière, plus présente à ce qu'ils attendaient de moi jusqu'à présent. Donc, se maintenir dans la durée, c'est la question du maintien. Et pour moi, se maintenir, c'est pouvoir réinvestir la sphère intime, la sphère privée, c'est-à-dire tout ce qui est nos essentiels. Je trouve aussi à Raphaël, on est très respectueux de la singularité des gens, on les reprend dans leur histoire, et on dit il y a encore d'autres étapes à vivre, et vous allez les vivre différemment si vous trouvez en vous des ressources. Je trouve que ce travail de sourcier à Raphaël, et quand on fait nos rencontres d'éthique, je vois aussi bien au niveau de la danse, au niveau du yoga, alors ça paraît pour des gens qui ne sont pas Raphaël quelquefois énigmatique. Quand tu arrives à Raphaël, tu étais un peu surpris au départ. Mais quand tu vois ça concrètement, que tu le touches et que tu vois ce que ça construit, tu prends moins ça d'une manière distancielle et tu t'interroges sur une médecine qui est dans la technicité. Combien de personnes sont dans l'errance et des raisons de la technicité, mais ils n'ont pas les moyens de vivre la maladie. Et le vécu existentiel est important. Je termine sur plusieurs points. Il y a le philosophe Koselleck qui parle des horizons d'espérance. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver de l'espérance. Ce n'est pas de l'espérance gnognotte, ce n'est pas du TF1, c'est une espérance quasiment métaphysique. Et une espérance à laquelle s'arrimer, quel que soit ce à quoi on va être confronté. Parce que ce qui me paraît vraiment important aussi dans l'expérience de la maladie chronique, c'est l'imprévisibilité. Il peut y avoir des belles choses, et il y a des moments extraordinaires, il y a des gens qui disent je vis des choses extraordinaires, et puis il peut y avoir la catastrophe. Et c'est cet inattendu, c'est-à-dire comment s'acculturer à cette vulnérabilité existentielle dont on parle beaucoup, mais on la vit, j'allais dire, intensément, et j'allais dire sans alternative. C'est là où on comprend mieux, et ça va être débattu à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent, dit le Président de la République, la question de la fin de vie. Parce qu'à un moment donné, les gens ont le sentiment de vivre une imposture. Pas uniquement au niveau de la souffrance physiologique, mais au niveau de la souffrance existentielle et de ce sentiment de ne plus exister. Les gens ils parlent souvent même de mort sociale et d'euthanasie sociale aussi. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Où on va se ressourcer, à qui on peut faire véritablement appel dans ces moments de flottement où on ne sait plus ce à quoi on doit croire et si on croit déjà en nous. Et c'est là aussi il y a quelque chose d'important, Raphaël, c'est quand les gens arrivent, on leur fait confiance, on croit en eux. Et il y a un travail de réciprocité. On vous fait confiance, mais vous devez nous faire confiance. Il y a un engagement réciproque. Et je termine sur 2 points. Je pense qu'il y a une question très importante, c'est se rapproprier le réel. C'est-à-dire dans la chronicité, comment s'arrimer, quel réel se rapproprier, la réalité, l'immédiat. Et là, on est vraiment, Madame la députée, au cœur de la vie démocratique. Et souvent, Alain nous parle du coût, de l'investissement en termes de santé. Si ce n'est pas accompagné humainement par une réponse en termes de sollicitude et de solidarité politique, c'est-à-dire vous avez notre place parmi nous. On ne se contente pas de vous dire vous avez le droit à ceci ou à cela, vous avez votre place. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, accompagné ce phénomène, on dit qu'il y a énormément de personnes atteintes de maladies chroniques. On ne peut pas réduire la personne ni à sa maladie ni à sa chronicité. Donc comment retrouver, par exemple,
Je trouve que le travail de Catherine, de ce point de vue-là, est aussi très intéressant. Quand les gens ont traversé les écueils, quand ils ont franchi sur le front toutes les difficultés au quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je ne dis pas que c'est un bénéfice, mais en tous les cas, ils ont une richesse, un savoir, une culture et une expertise qu'ils peuvent partager avec d'autres, mais qu'ils peuvent aussi partager avec une société qui est épuisée aussi dans ses modèles, qui est épuisée aussi dans ses intentions et ses intentions démocratiques. Donc, moi, je terminerai à dire que, à travers un peu une approche, je m'excuse, un peu synoptique, parce que j'ai la pendule devant moi, rendez-vous à l'Institut Raphaël, nos rencontres d'éthique peuvent se prolonger quelquefois tardivement, donc vous regarderez sur le site et vous êtes les bienvenus. Je terminerai sur un point. Pour ne pas donner l'impression aux personnes qu'elles sont comme des condamnés sans issue à la perpétuité, qu'elles vont être, j'allais dire, assistées et dépendantes de stratégies thérapeutiques plus ou moins abusives en termes d'intrusion, en termes d'abrasement de ce à quoi la personne est attachée, avec tout ce qu'il y a aussi comme atteinte et comme affront corporel, enfin je veux dire au niveau de l'image. Je dirais que ce qui me semble probablement l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu de liberté. C'est-à-dire, pour moi, et ça revient dans ma conclusion à ce qu'est l'Institut Raphaël, c'est un lieu de vérité, c'est un lieu d'humanité et c'est un lieu de reconquête de la liberté. Et quand les gens mènent ce combat pour la liberté, ils mènent vraiment ce combat pour nos libertés en tant de démocrates. Donc je trouve que le paradigme, quand on comprend ce qui se passe là, pourrait enrichir, à mon avis, la palette politique de notre pays. Merci de votre attention. Moi, je suis anciennement Yasmina Azoug. Je suis anciennement cadre en direction marketing et commercial dans des grands groupes qui sont des belles fabriques de profits, mais qui sont aussi de belles fabriques de stress et de maladies chroniques à venir ou présentes. Je suis en cours de reconversion en tant que praticienne en massage bien-être et énergétique, avec des velléités sur la naturopathie, l'herboristerie, des huiles essentielles. Donc j'aurais bien voulu avoir votre avis, votre regard ou éventuellement les actions que vous menez en tant que médecin ou en tant qu'agent ou acteur politique, notamment vos interactions avec le Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a pas forcément un très bel avis sur les médecines dites douces et qui peuvent, je pense, évidemment contribuer au care dont vous parlez depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Merci à vous. Bon. Ah ben merci de rentrer dans le dur. Hein. Il va falloir y aller, hein, de toute façon. Bon. On va le faire en plusieurs étapes, mais on va quand même répondre. Okay. Donc il est vrai qu'il y a une espèce de polarité dans le débat entre des médecines dites douces ou parallèles, ce qui n'a pas de sens. Il faut qu'elles soient... Pourquoi il y aurait de la médecine conventionnelle, selon quelle convention, et des médecines parallèles? Le fait est qu'il y a des dérives sectaires et que tous les patients ne sont pas en sécurité. Donc on doit saluer à l'Assemblée nationale l'action de l'ami Vilude et de tous ceux qui luttent contre les dérives sectaires. Mais quand on a dit ça, s'il y a 7, 8 ou 9% de problèmes complexes à gérer, on a plus de 50% de la population qui ont recours à des médecines complémentaires, à des interventions non médicamenteuses. L'idéal, c'est de sécuriser le parcours patient et de le réguler. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on fait en pratique. Donc, à titre personnel, je me suis engagé, ça m'a valu pas toujours des commentaires sympathiques. Je ne suis pas naturopathe, mais j'ai des naturopathes qui travaillent avec moi. Et donc, une des naturopathes, Cécile, qui est avocate, une autre, Corinne, qui était journaliste, elle s'occupait de Nelson Mandela, donc des femmes bien sous tout rapport, plutôt sympas, et qui donnent du temps, de la considération, qui savent respecter les silences, qui savent reformuler, qui savent mobiliser les ressources intérieures de leurs interlocuteurs, donc qui sont de vraies soignantes, qui soignent avec des mots, qui ne tuent pas avec des mots. Maintenant, elles ont appris les principes d'une naturopathie qui a des bonnes choses, et où il y a des choses aussi à revoir. Donc on discute avec les écoles de naturopathie. Donc sur 1500 soins de naturopathie, pour 500 patients, on va diminuer de 70% les diarrhées lorsqu'on pose certaines indications. Ça mine la vie des gens, la diarrhée. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir une réunion ou qui n'arrivent pas à se réunir entre amis. Donc il y a certains principes de donner du temps, de faire de la prévention, de travailler sur de la nutrition qui sont fondamentaux. Après, il y a des principes très symboliques, ce qu'on appelle l'humorisme, la théorie des humeurs. On ne fait plus de saignées.
Donc ça travaille de façon symbolique. Mais après, il y a certains autres principes où il va falloir réagir. En naturopathie, par exemple, le causalisme. C'est comme si on voyait quelqu'un et on se disait ta maladie, elle est due à ça. Alors qu'en fait, on peut essayer d'évoquer des hypothèses pour faire des corrélations. Mais on ne peut pas établir au pif un rapport de cause à effet. Donc entre l'interprétation primaire et l'interprétation secondaire de ce qu'on fait, c'est pas pareil. De façon assez générale, quand on fait travailler des soignants entre eux, ce qu'il faut, c'est de la cohérence dans le discours. Il faut former les gens pour avoir des gens capables de prendre en charge des patients. On ne peut pas les ostraciser, les mettre de côté. On a plein de soignants en France qui veulent donner du temps, de l'énergie, et qui sont tout à fait intelligents, et vous en êtes la preuve. Dans la manière dont vous vous exprimez, on a envie d'être soigné par vous. Mais encore faut-il être bien formé, et que ce soit compatible avec le discours, avec une méthodologie, pour ne pas qu'on voit les dérives apparaître. Donc oui à l'intégration des disciplines, mais avec une méthode et une sécurité. Et il faut qu'on arrête d'opposer les différentes médecines, mais en les régulant. Et on a ici des gens très ouverts, on a comme des représentants de l'Académie nationale de médecine, qui sont ici et qui disent ouvertement l'importance de cette stratégie d'intégration. Mais on ne peut pas non plus accepter que tout le monde, pour des raisons marketing, se disent pour la médecine intégrative et viennent, entre guillemets, se vendre avec des patients qui pourraient être crédules. Donc on a un besoin politique de réguler les pratiques, de mieux enseigner, de se parler, de créer des terrains de stage. Voilà. Et c'est ce qu'on doit faire, mais il faut d'abord culturellement libérer un peu la parole, dire les choses et commencer à avoir des expériences pilotes et financées, parce qu'on ne peut pas laisser les patients et les praticiens dans la précarité. Et puis il va falloir travailler, ça va mettre un peu de temps, mais il n'y a pas d'autre voie. Les autres pays européens, et même outre-Atlantique, même les Indiens qui ont présidé le G20, on a participé aux commissions civiles du G20, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a un grand mouvement international, européen, qui va un peu plus vite que le mouvement français, mais qui réfléchit bien et qui va y aller aussi, hein, où il va falloir qu'on fasse de la régulation. Donc il faut appeler de nos voeux les initiatives, mais il faut avoir comme critère d'efficacité la protection du patient et l'évaluation de nos pratiques. Il y a des droits, on a une forme de liberté, mais il y a des devoirs aussi. On ne peut pas utiliser la fragilité d'un patient à son insu pour se faire un nom. Donc il faut qu'on arrive à réguler les parcours. Ouais. Je me permets juste d'intervenir là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose à appuyer parce que actuellement donc dans l'hémicycle, enfin là c'est la pause, mais ça va recommencer dans une demi-heure. Donc on étudie le projet de loi donc, par rapport aux dérives sectaires et c'est vraiment ça en fait ce qu'on fait actuellement, c'est réguler les pratiques. Donc en fait on est réunis ici justement avec cet espoir-là et nous on est en train de le faire et ça je trouve ça plutôt beau en fait de se dire qu'il y a une belle synchronicité. Si l'Institut Raphaël n'était pas un lieu d'excellence scientifique, avec des grands cancérologues, avec des spécialistes, des professionnels de haut niveau, parce qu'il ne s'agit pas de dire on est ceci ou cela, il faut avoir des vraies compétences, et un sens véritablement de leur responsabilité, pas un instant je serais resté à l'Institut Raphaël. Pour moi, ce qui me paraît extraordinaire dans cette aventure, c'était un laboratoire de créativité extraordinaire, avec des gens qui sont tous à des niveaux de compétences dans leur domaine, y compris dans ce qu'on appellera ces médecines d'accompagnement, beaucoup plus que médecine complémentaire. Et les gens qui sont, j'allais dire, dans cette espèce de satellite extraordinaire, de cette constellation qu'est Raphaël, ne sont pas des médecins, je veux dire, essentiellement. Ce sont des gens qui ont une compétence, qui ont développé une compétence professionnelle dans des champs qui ne sont pas des champs déconnectés aussi d'une expertise. La vraie question, et je termine sur ce point, c'est effectivement la question de l'évaluation. Et moi, je vois qu'à l'Institut Raphaël, le souci d'évaluation est quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession aujourd'hui. Et à la survie de Raphaël, c'est quand même pour beaucoup lié au fait qu'on puisse être probant, en quelque sorte, dans ce qui est fait, et qu'on ne donne pas l'impression d'être dans l'approximatif et dans l'amateurisme. Il y a 3 semaines, il y avait la réunion de ton grand conseil, extraordinaire, je dis il y a 3 semaines, et on a vu la diversité des approches qui étaient présentées pendant quasiment 3 heures, et quand on voit le souci d'investissement, l'exigence de ces professionnels, on a le sentiment qu'on n'est pas dans quelque chose de superficiel. On a l'impression que quelque chose se construit.
Et un nouveau modèle s'invente, d'une certaine manière, il est fait avec beaucoup de rigueur. Et j'aimerais bien survivre encore 5 ans pour être là au 10e anniversaire de l'Institut Raphaël. En tout cas, le fait de travailler à l'Institut Raphaël vous donne de la force pour voir comment les gens adhéreront à ce modèle, parce qu'effectivement, il y aurait eu des résistances qui ont été dépassées par les faits mêmes, c'est-à-dire ce qui est développé aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette espèce de suspicion, mais on sait que c'est possible d'être contesté dans la méthode de ce qu'on met en place. Le hasard a fait qu'hier midi, j'ai déjeuné au bord de la mer, sur la plage, il faisait très beau, c'était les grandes marées, avec quelqu'un que je connais depuis 6 ans, qui a fait il y a 4 ans un cancer du pancréas, la tête du pancréas avec des métastases hépatiques, qui a donc été opéré, qui a eu sa radiothérapie, sa chirurgie, et que je vois évoluer depuis, ça c'est 3 ans d'espérance de, c'est 3 mois d'espérance de vie habituellement, que je vois évoluer depuis 4 ans et qui va plutôt bien. Et le hasard fait que hier midi, on déjeune ensemble et il me raconte que sur son lit d'hôpital, Pontchaillou, il est tout seul, solitude, angoisse, etc., etc. Il décide dans sa tête qu'il va marcher sur le chemin de Compostelle. Et depuis, il fait des petits bouts, évidemment. Il n'a pas fait le chemin de Compostelle en une fois, vous pensez bien. Il fait des petits bouts, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur ces valeurs fondamentales d'espérance. Et l'espérance, ce n'est pas l'espoir. De foi, il manquait plus que la charité, mais vous en avez beaucoup parlé de la charité, parce que la charité, c'est aider l'autre à devenir... donner à l'autre, c'est pas lui donne c'est la charité. Je lui donne l'espoir, je lui donne une totalité. Et peut-être ce que vous êtes en train de faire, ça correspond à des vraies valeurs de notre culture occidentale qui existent depuis toujours. Oui, on a utilisé beaucoup de mots qui se terminent par ité. Vous voyez, identité, humanité. Fraternité, je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé ce mot-là. Je voudrais insister sur le mot réciprocité. Et en fait, réciprocité, c'est une manière de mettre fin à quelque chose qui serait purement asymétrique. Parce que le verbe soigner est un verbe transitif. Je le soigne. Alors qu'en fait, la relation de soin n'est pas qu'une relation transitive, quelqu'un soigne quelqu'un. Il y a aussi, il faut rajouter, et c'est normal que ça soit asymétrique, parce qu'après tout, le soignant a la capacité de soigner. Je parle d'un point de vue purement technique. Et le malade vient le voir, la personne qui a une maladie vient le voir parce qu'elle a cette maladie et qu'elle sait qu'il va pouvoir l'aider. Mais il faut rajouter à cette asymétrie une symétrie. Et cette symétrie, c'est la symétrie de la réciprocité, de la rencontre. Et dans un lieu de soins comme l'Institut Raphaël, ça s'appelle l'hospitalité. Et en fait, ce qui est remarquable dans le concept d'hospitalité, c'est que les deux mots hôte, le mot hôte désigne indifféremment celui qui accueille et celui qui est accueilli. Voilà. Et donc, en fait, l'hospitalité, elle introduit cette symétrie. Et en fait, il y a un moment de consultation. Il y a, je pense, ce que j'appelle un moment de conversation qui doit être fait en même temps. Je le soigne, mais je parle avec lui et il parle avec moi. Et à ce moment-là, la relation devient vraiment symétrique. Alors, si vous voulez que je vous conseille un livre merveilleux, je vous conseillerais de lire un livre d'un philosophe qui s'appelle Martin Buber, qui s'intitule « Je et tu ». C'est un petit livre, ça fait 150 pages. C'est une merveille de poésie. Et dans ce livre, Martin Buber dit « Toute vie véritable est rencontre ». Et il a une phrase extraordinaire. Il parle de la relation qu'il appelle la relation « je-tu ». Ich und du en allemand. Je-tu. Je et tu, c'est le titre du livre. Et il dit « Je m'accomplis en disant tu ». Et vous voyez, il faut le voir d'une manière absolument symétrique. Et le patient, la personne qui a la maladie, excusez-moi, j'ai dit que je n'utiliserais plus ce mot, la personne qui a la maladie, en fait, s'accomplit au contact du soignant qui est le tu pour elle, mais ce qui est extraordinaire, le soignant s'accomplit au contact de la personne qui a la maladie.
Ça, c'est une chose que je dis aux étudiants en médecine en leur disant, vous allez avoir un métier extraordinaire qui est une occasion d'avoir des rencontres et d'avoir avec des personnes une relation de type je-tu et de vous accomplir. Waouh! Je pense, comme vous, passer une soirée à vivre des émotions avec des mots parfois et des choses difficiles, des situations parfois de gravité avec la maladie, mais avec aussi beaucoup de douceur. Je crois que j'ai aussi entendu beaucoup de douceur dans ce que vous avez partagé. Je voudrais aussi remercier donc toutes les personnes qui ont contribué ce soir à faire part de leurs connaissances et à nous faire ce don par leurs mots, par leurs pensées. Je pense qu'on peut dire qu'on va repartir un peu changé. Et ça, je trouve que c'est plutôt beau. Et c'est aussi dans ma philosophie, moi en tant que députée, je trouve que moi ce que j'aime, c'est en fait oser faire en sorte que des gens se rencontrent, qu'on puisse quelque part vibrer ensemble quelque chose peut-être d'une vraie démocratie avec peut-être parfois un peu de la spiritualité, un peu de la science, un peu de la médecine et faire danser tout ça. Et je trouve que dans cette belle salle, on a fait danser tout ça ce soir. Donc je voudrais vraiment vous remercier tous pour votre belle présence. Et puis aussi, je me suis dit, juste pour conclure, que finalement, il y a aussi cette notion que la santé intégrative, c'est aussi quelque part, quand on réfléchit à la maladie, quand on tombe malade, on entre dans une dimension et la santé intégrative permet donc à la personne malade aussi d'avoir cette possibilité de revenir dans le monde du vivant. On a prévu, pour déployer le concept et travailler sur les maladies chroniques, après d'avoir plusieurs invités d'horizons différents pour retranscrire tout cela. Donc vous aurez les informations. On va étoffer parce qu'on était complet ce soir, donc il y a des personnes qui voulaient assister qui n'ont pas pu. Mais c'est important qu'on puisse poursuivre nos travaux tous ensemble pour construire cette philosophie commune et faire avancer une façon de penser dont on va créer une forme de consensus, à mon sens. Merci encore à Sandrine, à l'Assemblée nationale. C'était important que ça se fasse là et pas ailleurs. C'est un vrai lieu de démocratie. On est très engagé quand on sent que la démocratie est en mouvement positif. Et nos patients et nous tous, nous le méritons bien. Et je pense qu'on a rempli nos objectifs de la soirée. Et donc la prochaine, c'est autour d'un verre tout à l'heure. Merci beaucoup.